Allez, c'est parti, on plonge direct dans le vif du sujet. Bienvenue dans cette analyse où l'objectif du jour est super clair. On va voir comment transformer les défis éducatifs les plus ardus en une compréhension vraiment profonde, surtout au collège et au lycée. Aujourd'hui, on va décortiquer un cadre pédagogique qui change totalement la donne en matière d'apprentissage. On s'est tous posé cette question à un moment donné. Comment faire la différence entre quelqu'un qui a vraiment compris et quelqu'un qui a juste appris par cœur à la surface ? On a tous en tête l'exemple de l'élève qui récite sa leçon d'histoire ou sa formule de maths à la virgule près, mais qui bloque complètement face à un nouveau problème le jour du contrôle. Eh bien, c'est exactement ce nœud-là qu'on va dénouer ensemble. Au menu d'aujourd'hui, 6 étapes. On commence par un état des lieux des défis scolaires complexes, ensuite on découvre la fameuse méthode Richard Feynman, puis ces 4 étapes d'apprentissage, on fera un petit détour par les neurosciences et les troubles 10, on parlera de l'intégration de l'intelligence artificielle et on finira sur l'importance de la répétition espacée. Première partie, les défis scolaires complexes. Jetons un œil à la réalité des classes aujourd'hui. Il y a une statistique qui fait vraiment réfléchir. Les troubles 10 touchent carrément 10% des enfants à l'école. Pour se faire une idée, ça représente en moyenne 3 élèves dans chaque classe, que ce soit au collège ou au lycée. On parle de problèmes qui affectent des choses essentielles comme le langage, la logique, la mémoire et l'attention. Du coup, les méthodes classiques d'apprentissage passif, elles tombent souvent à l'eau. Il y a un besoin vital et immédiat d'outils plus solides. Ce qui nous amène à la partie 2, la méthode Richard Feynman. Et là, cette citation souvent attribuée à Einstein tape dans le mille. Si on ne peut pas l'expliquer à un enfant de 6 ans, c'est qu'on ne le comprend pas soi-même. Ça valide complètement l'approche qu'on étudie aujourd'hui. En gros, la vraie compréhension, ça demande d'être capable de simplifier les choses à l'extrême. Si l'explication reste un charabia rempli de jargon, c'est que le concept n'est tout simplement pas maîtrisé. Et ça, Richard Feynman l'avait parfaitement compris. On l'appelait d'ailleurs le grand explicateur. Ce lauréat du prix Nobel de physique en 1965 était un vrai génie pour rendre les concepts de physique quantique les plus obscurs super accessibles. Il a prouvé qu'on pouvait vulgariser absolument n'importe quel sujet. C'est l'approche parfaite pour des ados qui affrontent des matières exigeantes, de la biologie moléculaire jusqu'aux mathématiques avancées. Troisième partie, les 4 étapes d'apprentissage. Imaginons un peu comment ça s'organise au quotidien. Le processus est super simple, c'est presque un jeu d'enfant. D'abord, on choisit un concept et on l'étudie à fond. Idéalement avec un bon vieux papier et un crayon pour bien engager la mémoire physique. Ensuite, l'épreuve du feu. On l'explique à voix haute à un public naïf, comme un gamin de 10 ans, en bannissant totalement le jargon compliqué. Dès qu'on bafouille, qu'on hésite ou que l'explication coince, hop, ça veut dire qu'il y a une lacune. On retourne donc réviser pour combler ce trou. Et enfin, on peaufine le tout avec des analogies simples et bien trouvées. C'est là qu'on voit la différence énorme entre l'apprentissage passif et actif. Lire ses notes ou surligner du texte mécaniquement, c'est passif. Ça donne juste l'illusion de connaître, une vague reconnaissance. Mais la technique Feynman, c'est de l'actif. L'effort intense qu'il faut fournir pour expliquer oblige le cerveau à reconstruire les connaissances. Ça crée une architecture mentale littéralement incassable. 4e partie, neurosciences et troubles 10. C'est le moment de voir pourquoi cette reconstruction active est vitale, surtout en cas de surcharge cognitive. Prenons l'exemple de la dyslexie. Qu'elle soit phonologique, c'est-à-dire qu'elle brouille l'analyse des sons, ou visio-perceptuelle, ce qui gêne le balayage des mots, le cerveau se retrouve coincé. C'est ce qu'on appelle une situation de double tâche. L'élève brûle toute son énergie mentale juste pour déchiffrer le texte. Résultat, il ne reste plus aucune ressource pour comprendre le sens. C'est là que la méthode Feynman intervient. En passant par l'oral et la reformulation, on enlève cette pression liée à la lecture pure. C'est presque magique. Ça rejoint complètement l'idée de l'étayage pédagogique. En fait, c'est comme mettre un échafaudage autour d'un bâtiment en construction. Ça offre un soutien temporaire, ça guide la pensée étape par étape, sans saturer la mémoire de travail. Et une fois que la méthode est bien assimilée, on retire l'échafaudage et l'élève accède à une véritable autonomie intellectuelle. 5e partie, l'intégration de l'intelligence artificielle. Pendant très longtemps, le plus grand frein à la méthode Feynman, c'était de trouver quelqu'un de patient pour nous écouter réviser. Sauf qu'aujourd'hui, les outils numériques pulvérisent cet obstacle. On peut paramétrer une IA en 2 clics pour qu'elle simule un collégien naïf. Elle va offrir une écoute active et impitoyable, elle ne fera jamais semblant d'avoir compris par simple politesse, elle pointe directement les trous dans notre logique. Pour un lycéen un peu timide qui révise la veille d'un contrôle, c'est vraiment le partenaire d'études infatigable. Dernière partie, répétition espacée et mémorisation. Pour que ce savoir survive au-delà de l'examen de fin de trimestre, il faut l'inscrire dans le temps. C'est là qu'entre en jeu la répétition espacée, une arme scientifique absolument redoutable contre l'oubli. Regardons ce rythme. Le jour 1, on découvre le concept. Le jour 3, on crée une petite fiche mnémotechnique. Le jour 7, on applique la méthode Feynman en verbalisant et en simplifiant. Et bam, le jour 14, on passe un petit quiz ciblé.
Cette routine transforme un bachotage d'urgence en un savoir littéralement indestructible. Alors, pour conclure, voici une réflexion un peu provocatrice qui mérite qu'on s'y attarde. Si la capacité d'expliquer simplement devient la véritable mesure de l'apprentissage, comment l'intégration de ces méthodes pourrait-elle transformer l'évaluation et l'école de demain ? Il est sans doute temps de repenser nos examens traditionnels, souvent trop basés sur la mémoire brute, pour enfin valoriser le raisonnement pur et la transmission. Une perspective vraiment fascinante, non ? Merci d'avoir suivi cette analyse et à très vite pour la suite.